Il nous reste encore quand même du temps pour la discussion, donc je passe le témoin à Gianfranco. Bah, pour l'instant, disons, il y a les remarques portent sur trois niveaux. D'abord, au niveau principiel, est-ce qu'une discrimination positive est souhaitable et possible dans une conception de l'école qui soit dans une dynamique de justice? Donc, une première question. Une deuxième typologie de question remet en avant le risque dans le contexte actuel, d'une manière ou d'une autre, d'un décalage entre des principes et une réalité, en considérant aussi le contexte politique actuel. Donc, je pourrais le reprendre, plus de liberté dans un contexte comme celui actuel ne risquerait pas de porter plutôt à des dérives et donc à perdre les acquis que quand même les systèmes scolaires, le système scolaire français en particulier, a. Et troisième question, le troisième type de remarque porte sur des possibles pistes propositives. Alors, il y a eu l'idée du semestre coréen, la proposition de Jean-Pierre d'un printemps des parcours. Il y a aussi une idée de dire pourquoi ne pas faire une semaine chaque trimestre. Voilà, donc de quelle manière on pourrait faire cohabiter une école encore un peu traditionnelle avec quelque chose d'autre et avec quelle temporalité. Voilà, ça c'est un peu les trois dimensions qui ressortent pour l'instant. Bon, je veux bien donner quelques premiers éléments de réponse sur cette question. Mes amis compléteront. À propos de la question de justice et discrimination, on sait bien dans l'histoire éducative française que la discrimination positive a été présentée comme justement la mise en œuvre d'une justice par rapport à une égalité formelle qui en fait était une inégalité. Mais on sait aussi, et toutes les recherches conduites sur ce qu'on a appelé, ce qu'on appelle encore l'éducation prioritaire, ont conduit à voir que l'éducation prioritaire, contrairement au slogan « donner plus à ceux qui ont moins », ne donnait pas plus à ceux qui avaient moins, mais continuait à donner toujours plus à ceux qui ont plus. Donc c'est vrai que la question de la discrimination positive ne doit pas être opposée à la question de l'égalité, mais au contraire, il faut voir combien certaines démarches conduites au nom d'une équité peuvent être trompeuses dans la mesure où effectivement les moyens mis en œuvre sont en fait bien inférieurs à ceux qui sont donnés dans d'autres zones que les zones d'éducation prioritaire. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point aussi, c'est à propos des propositions. La proposition que nous avons faite, si vous voulez, c'est pas une proposition d'une part à prendre ou à laisser, et d'autre part, ce n'est pas une proposition qui se veut une réponse complète à la situation. Ce que nous avons voulu faire à travers cette proposition, c'est montrer en quoi il était possible de s'appuyer sur un certain nombre de réussites déjà là, pour essayer de les élargir et d'en faire profiter l'ensemble des élèves. Donc, il ne s'agit pas d'apporter la réponse, ni même une réponse à la question d'une nouvelle politique curriculaire, il s'agit simplement d'essayer de faire bouger les lignes en partant de l'idée que si nous voulons effectivement arriver à une réforme démocratique qui doit prendre le temps très long de la concertation et de la discussion, il fallait en même temps, dans le curriculum tel qu'il est, apporter des éléments qui permettent d'apprécier aussi les avantages qu'on peut retirer d'une transformation partielle, évidemment, du curriculum réel vécu par les élèves. Donc, ce n'est que cela, hein, c'est juste cela. Voilà ce que je voulais dire en réponse à ces deux interrogations. Je veux bien ajouter un mot sur la question de la discrimination positive, hein, en rappelant que la discrimination positive, c'est une traduction un peu maladroite d'abord de politiques de justice corrective qui ont d'abord été menées précisément dans des espaces politiques dans lesquels la question de l'équité prévaut sur celle de l'égalité et qui renvoie donc à des conceptions de la justice pratiquées dans le monde anglo-saxon et donc ça renvoie aux pratiques d'affirmative action américaines dont la traduction finalement est un peu usurpée puisqu'en réalité la façon dont la France l'a prise en charge est liée finalement à on va dire
aux conceptions de l'éducation publique qui ont cours, qui sont notamment marquées par une logique distributive plus que corrective, hein, d'égalité, d'accès à l'éducation, etc. Ce qui fait qu'en fait, la notion de discrimination positive a été rattachée longtemps à l'éducation prioritaire, effectivement, c'est-à-dire le choix de zones, de réseaux, qui se caractérisent d'abord et peut-être avant tout par des ancrages socio-économiques plutôt que des conditions, on va dire, individuelles ou des formes. Bon, alors ça, c'est quelque chose qui était malgré tout intéressant. Je veux dire, le bilan de l'éducation prioritaire n'est pas mince. C'est plutôt la façon dont peut-être il n'a pas été soutenu dans le temps qui pourrait être analysé. Commencer par les formes de reconnaissance, justement, des contextes en question et la façon dont, sur des questions de temps, d'encadrement, ces politiques d'éducation prioritaire ont été soutenues. Plus récemment, on pourrait dire que la question de l'éducation prioritaire se déplace et nous amène de plus en plus, et je trouve que ce n'est pas inintéressant, à poser la question de la qualification de ce qui justifie, de ce qui justifierait, appelons ça, faute de mieux, une discrimination positive, et qu'on appelle les besoins éducatifs particuliers. Le problème, c'est que ces besoins éducatifs particuliers, ils procèdent plutôt qui est en lien avec le processus, les politiques inclusives, participent plutôt à une séparation plutôt qu'à une véritable inclusion, puisqu'on a des phénomènes de prise en charge de divers types de stigmates, qualifiant des élèves à besoins éducatifs particuliers. Est-ce que pour autant, on favorise ce faisant, est-ce qu'on pratique ce faisant quelque chose qui est de l'ordre d'une justice corrective? C'est à évaluer. Quoi qu'il en soit, il me semble qu'on ne peut pas, là non plus, je dirais, in abstracto, considérer que c'est un bien ou un mal, parce que ça repose d'abord sur l'examen des formes de qualification de ce qui justifie de donner plus à certains, et lesquels. C'est aussi l'examen des moyens qui sont donnés, à la fois en termes, j'en parlais, d'encadrement, en termes de formation aussi des personnels. Aujourd'hui, on est dans une logique de prise en charge très rhétorique des besoins éducatifs particuliers, mais pour autant, c'est-à-dire en incluant par exemple des élèves qui ont effectivement des besoins éducatifs particuliers dans les classes ordinaires, simplement les personnels qui les accueillent ne sont pas formés, ne sont pas accompagnés dans la prise en charge de ces élèves. Donc, s'il n'y a pas ces enjeux-là de moyens en formation, en temps, en encadrement, à ce moment-là, on peut, là encore, poser des mots sur des intentions, et tout en maintenant finalement des dispositifs qui restent purement rhétoriques, et donc c'est du vent. Donc voilà, j'aurais une approche un peu pragmatique de l'analyse de cette situation en France, en tout cas. Oui, d'accord. Il y a encore d'autres interventions, d'autres questions, d'autres remarques, en particulier pourquoi partir de la crise, de la difficulté, du changement imposé de l'extérieur pour repenser l'école. Ça, c'est un premier type de remarque. Une deuxième est plutôt sur les conditions politiques qui ont permis, dans certains pays, en particulier les pays de l'Europe latine, de s'acheminer vers une logique curriculaire. Est-ce que ces conditions sont présentes aussi en France? Est-ce que là, il y a un enjeu différent? Est-ce qu'il y a des différences qui permettent d'expliquer ces évolutions? Et en troisième lieu, est-ce que la démarche curriculaire est-elle vraiment une dynamique de rupture? Ou est-ce qu'elle ne fait quand même, d'une manière ou d'une autre, partie de cette modernité tardive, en essayant, au fond, d'en indiquer un développement possible? Voilà, c'est un peu les remarques qui émergent. Oui. Je vais essayer de répondre, mais avec des éléments généraux. Hein. Mais pour les pays latins, oui, effectivement. Alors, évidemment, dans chaque pays, il y a un contexte particulier qui a déclenché, on va dire, ces types de réflexions. Donc, pour l'Italie et l'Espagne, hein, c'était certainement une question, enfin, la question, encore une fois, la source, l'élément qui a déclenché la réflexion, c'était la répartition des compétences entre l'autorité nationale et
et les entités locales, parce que donc l'Espagne, on sait, c'est un pays, chaque région a son autonomie en matière d'éducation. Et l'Italie avait fait une réforme au début des années 2000, mais il y a un éminent représentant de l'Italie qui va intervenir cet après-midi, donc il nous parlera de ça. Donc une réforme constitutionnelle hein, qui renverse en fait comment dire pardon, complètement la logique dans la répartition des compétences. Donc, l'État avait maintenant une compétence résiduelle en matière d'éducation. Donc, voilà le contexte qui a fait que on décide, peut-être plus facilement, je vais dire, par rapport à la France, par exemple, qui n'avait pas qui n'a pas eu ce type de processus, de remettre à plat, voilà, et de donc construire un curriculum. Alors, à partir de là, par contre, ça a été l'opportunité, et c'est ça que je voudrais souligner, ça peut-être ça fait les liens entre toutes les questions. Je ne veux pas faire spécialement la publicité du curriculum en tant que tel, mais enfin de trouver quand même, c'est un outil qui permet de s'autoriser, encore une fois, qui permet de se poser la question sur différentes choses sur lesquelles on ne s'était pas posé des questions depuis longtemps. Donc l'Italie, en faisant son curriculum, a complètement changé la logique aussi dans l'élaboration des contenus d'enseignement. On est parti d'un modèle encyclopédique comme celui français, donc avec des programmes très détaillés, avec voilà, beaucoup de détails, à un modèle où l'État donne des indications. Et d'ailleurs, les programmes, ce qu'on appellerait en France, les programmes s'appellent indicazioni nazionali, donc littéralement, ce sont des indicateurs nationaux, programme de philosophie ou peu importe, enfin, programme d'histoire au lycée, ça fait 2 paragraphes. Pour des indications que les établissements scolaires doivent suivre pour construire leur, et alors là on répète le mot curriculum local. Donc voilà, tout ça pour dire qu'évidemment il y a des conditions différentes, mais dans tous les cas, les curriculums représentent un outil pour déclencher une réflexion. Les finalités, ça ne veut pas dire qu'il faut rompre avec les passés forcément, par exemple par rapport aux finalités, effectivement, mais c'est justement l'occasion de penser à cela, ce qui n'est pas rien. Moi, voilà, j'attribue de la valeur à ces faits. On se remet à table, puis on décide peut-être la même chose. On décide aussi, effectivement, de s'aligner peut-être même encore plus à des discours internationaux. Je pense à la Grèce qui vient de refaire son curriculum et ils en ont profité pour rajouter tous les discours autour du numérique, etc., qui est très porté au niveau international. Donc voilà, mais peu importe, je dirais. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, c'est une belle opportunité pour repenser les choses et il faut la saisir. Alors moi, je veux bien répondre à la question concernant les crises, puisque j'en ai parlé par rapport au climat, par rapport à la santé, par rapport aussi à des crises politiques, quand on voit les mouvements sociaux, les contestations des citoyens. Donc quand on voit ces crises, on voit aussi la volonté de faire participer les citoyens à un effort collectif. Hein, on est dans des sociétés démocratiques quand certaines questions concernent des choix de société, comme on l'a dit, le nucléaire par exemple. Il n'est pas question que ça reste un langage ou une décision entre experts, mais il faudrait donc, et ça c'est l'apport aussi des sciences sociales, c'est aussi l'apport de certains travaux en didactique, en sciences de l'éducation, qui ont pris très tôt en charge la question des questions vives, leur introduction dans les programmes scolaires. Donc voilà, face à ces crises, il y a dans la société donc une volonté de faire participer le citoyen pour qu'on ait donc des débats apaisés et donc comment dire une coproblématisation parce que ça se passe dans des espaces de concertation. Et pourquoi les curricula? Ben justement parce que ces questions, l'école ne reste pas fermée. Très vite, des choses qui émanent de la recherche ou de ces problématiques rentrent dans les programmes. Par exemple, toujours, je vais parler des programmes que je connais mieux. Aujourd'hui, un enseignant de SVT doit
enseigner les savoirs au programme sur le vivant, sur les écosystèmes, mais aussi des nouveaux concepts qui sont en écologie politique, par exemple la résilience des écosystèmes, par exemple les services écosystémiques, c'est-à-dire ce rôle que cet apport des plantes à l'humanité, et donc questionner nos pratiques. Donc vous voyez, derrière les crises, il y a d'abord un besoin au niveau des sociétés de faire participer le citoyen plutôt que d'avoir une contestation qui va amener à des problèmes de désordre ou de violence. Et du côté de l'école, il faut, comme ça rentre dans les classes, ça perturbe ou ça perturbe dans le bon sens, c'est-à-dire ça fait évoluer les programmes et ça fait transformer les curricula qui ne sont plus porteurs de savoir stabilisé, mais des fois de savoir incertain. Et donc, ça permet aussi à l'école de travailler des compétences nouvelles, savoir l'argumentation, participer au débat, se faire sa propre opinion, mais une opinion raisonnée. L'éducation au choix, la propension à agir, mais à agir et à penser collectivement. Donc voilà dans le sens dans lequel je voyais ces crises comme des impulseurs, hein, des choses qui font évoluer l'école et que nous devons donc suivre dans le bon sens. Je prolongerai volontiers brièvement les propos de Fawzia, peut-être pour nous rappeler que la notion de curriculum, on ne doit pas peut-être négliger le fait que le concept a quand même un rayonnement et probablement aussi des origines anglo-saxonnes. La sociologie du curriculum existe depuis les années 60, et au fond, la francophonie ne s'y est véritablement frottée dans un premier temps qu'à travers celle qui est la plus proche du monde anglo-saxon, c'est-à-dire qu'on parle de réforme curriculaire, de curriculum scolaire au Québec depuis déjà belle lurette, et c'est à mon avis très lié aussi à une porosité forte entre ces deux mondes linguistiques qui traduisent aussi des rapports à l'éducation qui sont particuliers, une manière de rappeler qu'au fond, les choix des mots sont aussi liés à des environnements politico-administratifs. Bon, tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur des rapports aux missions de l'école, le caractère plus ou moins centralisé des savoirs, et qu'au fond, tout cela doit être pris en compte pour mesurer à la fois la pertinence, la sincérité, le caractère rhétorique ou au contraire pragmatique de l'intégration d'un concept dans une manière de réformer l'éducation. La notion de curriculum présente un intérêt que vient de souligner effectivement Fawzia, c'est qu'il est quand même biface, au contraire biface au moins, c'est-à-dire qu'il renvoie à la fois un parcours d'apprentissage projeté et puis un parcours d'apprentissage vécu. Curriculum vitae, c'est quand même ce qui caractérise, me semble-t-il, d'abord et qui le distingue de la notion de programme, qui a évidemment une autre fonction qui, de mon point de vue, n'interdit pas par essence tout ce dont un curriculum peut être porteur, y compris des aspects délibératifs ou des compétences portées par le curriculum. La différence, c'est que la notion de programme rassure, au fond, la puissance publique sur le caractère, en tout cas unitaire, projeté, des savoirs scolaires. Et c'est pour ça que le modèle républicain est particulièrement attaché à cela. C'est que précisément, il assure presque par décret l'idée que les élèves on s'adresse à eux en référence à un même corpus de savoirs de référence, etc. Alors évidemment, avec tout l'aveuglement qui va de pair et que les sciences sociales ont montré depuis longtemps, c'est-à-dire le fait qu'il y a un curriculum formel ou un programme, et puis il y a ce qui est effectivement est pratiqué. Et donc voilà, je pense qu'en fait, ce qui peut expliquer, là aussi je réagis un peu retardement à ce que disait Louisa, mais ce qui peut expliquer une sorte de frilosité de la part de la puissance publique dans un pays comme le nôtre par rapport à cette notion, c'est que précisément la notion de curriculum laisse augurer, au-delà du caractère participatif, probablement
disons, séduisant jusqu'à un certain point, dans un modèle, disons, distributif et vertical de penser l'éducation publique, l'enseignement public, une potentielle fragmentation d'un système, disons, rêvé de manière unitaire, même si c'est rêvé de manière unitaire et pas unitaire en fait. Ce que je veux dire, c'est que derrière la notion de curriculum, pour toutes les raisons que tu as dit, Faouzia notamment, eh bien, il y a de la participation, mais du coup, il va y avoir aussi de l'adaptation des curriculums à des environnements. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas une forme de renoncement contenu dans l'idée de curriculum à l'idée, contenu pour le coup dans celle de programme, d'unité de l'offre d'éducation? Je pense que là, il y a des enjeux qui sont aussi importants à souligner. Je veux bien aussi peut-être éclaircir ce que j'entendais par bouleversement. Oui, alors vous demandez pourquoi parler de bouleversement pour évoquer la modification, la transformation, l'enrichissement des curricula. Parce que, en l'occurrence, alors je vais prendre l'exemple très concret de l'éducation à l'alimentation. Lorsque le législateur insère une nouvelle éducation A dans le code, donc le curriculum de la scolarité obligatoire se trouve modifié. Il y a des nouvelles ambitions, des finalités qui répondent à un certain nombre d'enjeux. Et ces ambitions-là, elles restent dans un premier temps au niveau prescrit. Et pour qu'elles passent au niveau réel de la mise en œuvre, ce n'est pas forcément toujours évident, et c'est pour ça que j'employais le terme bouleversement d'un point de vue du praticien sur le terrain. Lorsqu'on lui dit qu'il faut faire une éducation à l'alimentation qui soit holistique, interdisciplinaire, et quand lui n'est pas forcément formé, n'a pas les outils d'évaluation, n'a pas les temps d'échange avec ses partenaires ou ses collègues, etc., eh bien, il s'agit vraiment de bouleversement. Donc, la réforme curriculaire implique des bouleversements et donc, l'élaboration du nouveau curriculum doit être réfléchie pour permettre un passage entre le prescrit et la mise en œuvre. Il y avait encore une dernière question entre les passerelles possibles entre les pratiques de l'éducation nouvelle et la dynamique curriculaire. Est-ce que quelqu'un veut intervenir sur cette question? Je pense que la question qui est posée là, c'est celle qui est au cœur aussi de la réflexion du CICUR, c'est-à-dire que nous ne prétendons pas avoir une démarche qui soit derrière nous, rassemblez-nous derrière nous, etc. Mais c'est une démarche de rassemblement autour des questions. Et effectivement, les démarches de l'éducation nouvelle ne sont pas étrangères à une part de nos réflexions. Et nous pensons bien qu'il est nécessaire, effectivement, d'établir des ponts, des liens, du dialogue déjà. C'est le sens de ce séminaire, comme des premières manifestations que nous avons faites il y a un an, autour justement de cette question de la politique des savoirs. Et cette politique des savoirs qui passe évidemment par l'examen, effectivement, non seulement des contenus d'enseignement, mais de la manière dont s'effectuent les apprentissages, dont sont étayés ces apprentissages et dont ils sont évalués. Donc, nous ne sommes pas du tout étrangers aux perspectives de l'éducation nouvelle, et il y a là, évidemment, des perspectives intéressantes d'approfondissement, de coopération. Je voudrais aussi ajouter par rapport à la question de l'éducation nouvelle, tout le mouvement de la pédagogie, des pédagogies alternatives, pédagogie critique, pédagogie de freining, qui deviennent sur le devant de la scène aujourd'hui et qui ne sont pas des innovations parce qu'ils ont déjà existé, mais on en ressent fortement le besoin, parce qu'ils permettent de restituer des choses qu'on a perdues entre-temps, c'est-à-dire cette recherche du centre, cette place accordée à l'élève au centre, au sein du processus d'apprentissage.
Et donc, ces pédagogies alternatives, tout comme les pratiques de l'éducation nouvelle, se trouvent, comment dire, interpellées par toutes ces modifications, justement pour donner du corps à ces politiques curriculaires et faire en sorte que la formation du citoyen puisse s'exercer pleinement, non pas en la rabattant sur des maîtrises de savoir, mais aussi sur un épanouissement, un développement général, une approche que Sarah soulignait beaucoup, holistique, c'est-à-dire cette approche d'une pédagogie globale, d'une éducation globale, le corps, l'esprit, et qui permet donc à l'individu de trouver sa vraie place dans la société. Voilà.